y compris les jazzmen et jazzwomen, il va les désanctifier pour essayer de les comprendre de manière matérialiste comme des objets qui sont pris dans un contexte politique et international beaucoup plus général. Et donc on va commencer par Soundtrack to a coup d'État, documentaire qui était déjà sorti, je crois, sous une autre version plus tôt dans l'année sur Arte. Ouais, Bande son pour un coup d'État. 1h30. 1h30, ouais. Et maintenant, il arrive dans les cinémas avec une version de 2h30, donc beaucoup plus longue. Oui, mais il faut savoir que le film est sorti aux États-Unis en 2024, fin 2024, où il a rencontré un succès assez grand, ce qui a fait qu'il a été sélectionné à l'Oscar du meilleur documentaire. Et qu'en fait, il a une petite vie depuis un petit moment, parce que la première fois que j'en avais entendu parler, c'était au Réel 2024, Cinéma du Réel. Donc voilà. C'était un petit point de précision. Tu fais bien, ça nous fait tous plaisir. Du coup, tu connais le réalisateur Vous avez son nom en tête, bien sûr. Johan Grémont-Pré, ouais. Ouais, je l'avais aussi. Donc Grémont-Pré, on dit, tu penses? Bah, il est belge. Ok. Je pense aussi. Ça parle de quoi, Clément, Soundtrack to a coup d'État ? Eh bien, tout simplement, c'est un documentaire qui revient sur les événements entourant l'indépendance du Congo à la fin des années 50 et en 1960, puisque le Congo allait vers une décolonisation, une séparation de l'État belge, mais finalement, ces plans ont été contrecarrés par des actions du gouvernement belge, aidés notamment par les Américains, la CIA, qui ont finalement fait assassiner Patrice Lumumba, qui était un peu la figure emblématique de cette émancipation. D'ailleurs, fun fact, savez-vous quel est le vrai prénom, enfin le prénom initial de Patrice Lumumba ? Elias. Eh oui. Oh, tu le savais ? Non, je le laisse. Excellent. Et donc ils ont assassiné Elias Lumumba, comme ses proches l'appellent, ce qui a mis un coup d'arrêt à l'émancipation, un coup d'État, un coup d'arrêt à l'émancipation du Congo. Et donc le documentaire revient sur cette période-là, et notamment la place qui a joué le jazz américain, le blues américain, puisque notamment certaines tournées de Louis Armstrong au Congo ont été utilisées comme couverture par des agents de la CIA pour se rendre sur place discrètement. Et donc le film est une espèce de grand brassage d'images d'archives, hein. C'est quasiment exclusivement des archives qui sont utilisées. Je crois, à part il y a cet auteur, voilà, exactement, qui lit ses... J'ai oublié son nom, mais voilà, un auteur qui lit des passages de son livre qui raconte cet événement. Et voilà, on a à la fois des archives de ce qui s'est passé sur place, beaucoup d'images, des discussions très tendues qui avaient lieu aux Nations Unies autour de ces questions, avec notamment l'influence russe, soviétique de l'époque, qui poussait pour une décolonisation, puisque voilà, ça remettait un peu en péril le modèle impérialiste. Et voilà, aussi des images d'archives personnelles, voire des images un peu hors contexte qui sont utilisées pour commenter, ponctuer l'action, et puis des images de captation de concerts, parce que le film est donc rythmé par tout un tas de morceaux de l'époque, aussi parce que Max Roach et j'ai oublié son acolyte féminine qui chante sur ces morceaux-là, mais étaient des artistes qui ont fait des morceaux en défense de l'indépendance du Congo et ont participé aux protestations face aux décisions des Nations Unies qui n'allaient pas dans ce sens. Peut-être pour commencer... c'est un film qui mélange plein de matériaux hétérogènes, ce qui pourrait être... Je ne suis pas un fin connaisseur de jazz, mais disons, il pourrait y avoir une première un peu correspondance dans cette idée que le jazz, et notamment, c'est pas forcément ce qu'on entend là dans le film, mais les courants un peu de free jazz, etc., étaient eux-mêmes basés sur une espèce de dissonance organisée, de mélange de notes plus ou moins étrangères les unes aux autres, et donc finalement ce serait un peu la bande-son parfaite pour faire coller un petit peu, faire liant autour de toutes ces images. Notamment dans le fait que tu l'as dit, il n'y a que de l'image d'archives, mais il n'y a aucun commentaire en voix off dessus. Oui. C'est-à-dire que vraiment les images parlent par elles-mêmes et tout ne fonctionne que par association, soit de texte, soit d'images, soit de discours, de personnages, etc. Et on a une sorte de trame chronologique qui nous permet de nous rattacher aux événements, mais beaucoup du travail est à faire par le spectateur lui-même. C'est-à-dire que si on est inattentif, si on arrête de regarder 30 secondes l'écran, on rate 12 000 infos.
parce que ça parle beaucoup, ça écrit beaucoup de citations à l'écran. Oui, c'est ça, il y a un peu 3 niveaux. Il y a les images, la musique et des citations qui ponctuent régulièrement, avec un travail très précis sur la question un peu de la documentation, puisque dès qu'une citation apparaît, on a qui l'a dit, dans quel contexte, la source, etc. On sent qu'il y a un travail d'archive au sens strict et presque universitaire, qui est aussi partie prenante du film. Salut Microciné. Est-ce que tu as envie de te lancer dans le bain, dans le juice? Toi qui as déjà écrit dessus pour l'AOC. Oui, c'est ça. C'est compliqué pour moi parce que j'ai publié une critique sur AOC où je revenais un peu en profondeur sur le film, etc. Et oui, cette idée, par exemple, de faire un film sans voix off, c'est un peu justement une idée qui émerge à l'époque, qui est décrite, puisque l'un des premiers documentaristes à faire du film d'archives sans voix off, c'est un Américain qui s'appelle Emile De Antonio, dont le premier film, le premier long métrage, je crois, s'appelle Point of Order, et sort en 63, donc l'année d'après les événements de Soundtrack to a coup d'État, et que c'est un film qui réexamine les images de la commission des activités anti-américaines lors de ce qu'on appelle la commission McCarthy dans les années 50. Mais Soundtrack to a coup d'État, peut-être revenir un peu... je trouve que c'est un film qui est, sur sa densité, c'est un film qui arrive très bizarrement, puisque pour moi, pendant les 20 premières minutes, la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas où le film voulait en venir. Mais le tout début du film est pas chronologique. C'est un peu un aperçu. C'est ça. Donc il y a un peu un côté bande-annonce dans le film, à qui se couple avec ce côté bande-son. Donc un peu l'idée de faire un objet pop, catchy, et qui, pour moi, est un peu ambigu. C'était ce sur quoi je travaillais dans l'article sur AOC. Parce que c'est un cinéaste, Johan Grémont-Pré, qui s'est fait connaître avec un film qui s'appelle Dial History, et qui était un film sur le piratage aérien au XXe siècle. Qui est sorti d'ailleurs avant le piratage aérien le plus connu de l'histoire, qui est le 11 septembre 2001, et qui travaille donc sur le terrorisme, la lutte armée dans la piraterie aérienne au XXe siècle, et qui accole ça avec des images de la télévision de l'époque, mais des images complètement diverses, des images cartoonesques, etc. Et c'est un cinéaste dont le montage se produit plutôt dans la collusion d'objets qui s'affrontent, qui sont différents. Alors c'est poussé vraiment à son paroxysme dans Dial History, et c'est un film Soundtrack to a coup d'État, un film un peu plus, je dirais, nuancé sur cette approche-là, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une musique joue, il s'y joue un rapport différent avec les événements historiques décrits. Que ce soit... on a Louis Armstrong, d'une part, qui est quelqu'un qui revendique assez fièrement le fait de servir la politique d'influence américaine et la politique culturelle. On a un personnage plus ambigu comme Dizzy Gillespie, qui à la fois le revendique et qui à un moment présente une candidature aux élections présidentielles où il va faire figurer dans son bureau secret, dans son bureau fantôme, Malcolm X. Donc on a ce rôle en fait entre et puis Nina Simone, qui est quelqu'un qui a toujours été très militant et qui s'est fait avoir par la CIA lors d'un de ses voyages au Nigeria. Et qui, le comprenant, a fait demi-tour. Oui, exactement. Et on a toute cette somme d'artistes, ces rapports différents. On a aussi la présence de musique spécifiquement africaine, notamment le mambo, les chansons de l'indépendance du Congo. On a de la musique capverdienne, etc. Donc on a une véritable diversité de musique. Et pour moi, en fait, le rapport à la musique se construit en parallèle de la prise de conscience des musiciens qui sont des Africains américains, sur leur prise de conscience politique. On est au moment des droits civiques, on est au moment de l'émergence du nationalisme noir avec Malcolm X, et donc dans la conflictualité un peu entre la musique qui est à la fois un objet pop, mais qui est aussi un objet de discours,
on a une conflictualité qui se produit avec les événements historiques qu'on suit. Voilà, c'est quelques pistes que je voulais donner. Mais il y a Maya Angelou aussi qui est pas mal présente dans le film, qui Exactement. ouvre et qui le clôture d'ailleurs avec le moment où elle et d'autres camarades envahissent, il me semble, le Conseil de l'ONU à la suite de l'assassinat de Lumumba. Et qui, elle, représenterait plus l'aspect textuel, en tout cas, de la présence dans le film, dans le littéraire, plutôt, textuel. Et puis il y a ce personnage d'André Blouin aussi qu'on découvre un peu avec le film, qui est quelqu'un qui était une proche de Sékou Touré dans la Guinée. C'est la Guinée ? Oui, c'est la Guinée. Le film reprend une trame que j'avais découverte dans un autre saisissant, l'autobiographie de L'autobiographie de Nicolas Ceausescu d'Andrei, Ouais, mais l'idée d'un film mixtape, elle vient aussi d'un film de Göran Olsson qui s'appelle The Black Power Mixtape, qui est sorti en 2011 et qui faisait un rapprochement entre la soul et l'émergence du courant Black Power à la fin des années 60, début 70. Donc c'est pas un film, je dirais, original dans ce qu'il met en place d'une mise en relation entre un contexte musical et un contexte politique. Ce qui serait peut-être plus original chez Grimont-Pré, c'est cette profusion. Le fait que il ne se réduit pas à parler du contexte au Congo, on le perd de vue, même parfois, et il essaye d'examiner le rapport au tiers-monde, au non-alignement, le rapport au nationalisme noir, le rapport à un certain nombre de choses, la politique khrouchtchevienne, le changement chez Khrouchtchev de cette politique, l'ONU, on a énormément d'informations. Et presque une mini parenthèse dans le film sur Fidel Castro, quoi. Oui. À partir du moment où il arrive à l'ONU, bam, incroyable on a de 20 Fidel Castro à Harlem, qui sont géniales. Mais pardon, je t'ai interrompu, t'allais dire. Non, allez-y. Non, mais c'est une des choses qui est assez passionnante dans le film, dans ce côté assez touffu, c'est que on pourrait dire qu'il y a une approche un peu intersectionnelle, c'est-à-dire que on passe en permanence d'une sphère à une autre, du politique à l'intime, à l'artistique, etc. Et on voit que, d'une certaine manière, tout appartient un peu au même bouillonnement d'une époque, quoi. Et que s'intéresser à la question du Congo, c'est mettre un pied dans quelque chose de beaucoup plus grand, et que le film s'en sert pas comme d'un prétexte puisqu'il le traite vraiment, mais comme d'une porte d'entrée aussi vers tout un univers qui est derrière, et que la musique va participer à lui donner une sorte d'organicité, en fait, en créant du lien ou des contradictions entre les images les unes par rapport aux autres. Et c'est là aussi où le film parvient un petit peu à gagner, entre guillemets, sur tous les terrains, mais là c'est pas, je dis pas de façon malicieuse, mais où à la fois il est très instructif, on apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est déroulé, etc., et en même temps assez émouvant par moments, puisque il y a toujours un contrepoint intime à un événement historique, et inversement, ce qui fait que tout résonne un petit peu ensemble en permanence, et c'est, je pense, une des qualités du film. Absolument. En fait, ce que ça crée très simplement, c'est que c'est un film presque entre du journalisme et de l'historique, dans la mesure où ça nous fait ressentir ce que ça pouvait être à l'époque que de regarder les infos, suivre les actualités, écouter cette musique et être dans ce bain culturel historique-là, avec cet apport, comme tu le dis, de contre-information, de documents révélés de la CIA plusieurs décennies plus tard, etc., qui nous donne une appréhension à la fois publique et privée de ce que c'est que l'expérience politique de l'époque. Et comme ça évite un peu les travers des films didactiques historiques de regarder le passé avec une certaine lentille et l'observer de loin en faisant des constats, en donnant des dates et sans essayer de saisir vraiment un moment, quoi. Oui. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la mort de Patrice Lumumba est elle-même un événement international et un événement... je dirais les photographies des arrestations de Lumumba, il y a une photographie de Lumumba qui se fait jeter dans un camion qui est extrêmement connue, et qui sont des photographies qui, à l'instar de celle de Fidel Castro à Harlem avec Malcolm X, qui sont des photographies qui vont fleurir sur tous les murs aux États-Unis à cette période-là. Il y a plusieurs personnes on est aussi à une période où
beaucoup d'Africains américains vont choisir de se renommer, de se défaire de ce qu'ils appellent leur nom d'esclave. Et par exemple, l'un des tontons de Tupac Shakur va s'appeler Lumumba. Lumumba Shakur. Donc voilà, on a toute cette question-là. Et cela pour dire que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais voilà, petit point à rajouter. Bonus historique. Et que, non, ce que je voulais rajouter, c'est que parce que tu as parlé de journalisme, je trouve que le film réussit tout à fait son pari cinématographique. Parce que je trouve que c'est très difficile, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte un peu au fur et à mesure, de bien évaluer un film de montage. Comme l'est celui de Joanne Grément-Pré, mais je pense à d'autres films de montage, parce qu'il y a un peu cette tendance à penser que le film de montage se donne à voir et être illustratif. Et en fait, je trouve que c'est de réussir sa mise en scène dans un film de montage et un film d'archives, et en jouant aussi avec des archives qui sont aussi, pour certaines, connues, quoi. Khrouchtchev qui tape sa chaussure. Voilà, je trouve qu'il réussit très bien son pari sans être à la fois illustratif, et aussi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans la façon dont il monte, c'est qu'il joue un peu tout en même temps. Par exemple, tu parlais d'images qui n'avaient rien à voir. En fait, dans le film, il n'y a pas d'images qui n'ont rien à voir. C'est qu'à un moment, elles vont intervenir. Par exemple, les images de la petite fille il y a un moment des images d'une petite fille qui est en tricycle dans un jardin. Et en fait, on va découvrir qu'elles sont des images amatrices tournées par le père de quelqu'un qui va intervenir dans le film. Et puis... Oui, donc Black Power Mixtape, découvert au Burkina Faso lors du FESPACO. Je vous raconte pas l'ambiance. Mais il y a Göran Olsen, il a aussi fait un très bon film qui s'appelle Sur la violence, qui est l'adaptation du premier chapitre des Damnés de la Terre de Franz Fanon. De Franz Fanon. Et qui est un très bon film de montage, je trouve meilleur que Black Power Mixtape. Excellent. Voilà. Donc, Et tu parlais un peu de la question de la mise en scène un peu du film et comment il emploie ses archives. Et ce qui est assez intéressant, et en même temps un peu, tu parlais d'ambiguïté aussi tout à l'heure, c'est que autant il y a certaines archives qui sont présentées comme des documents et donc qui valent pour leur authenticité, on pourrait dire, autant il y en a d'autres qui sont clairement détournées, où il va mettre une image sur un son, ou travestir le sens d'une image en la confrontant à d'autres. Et donc finalement, le film étant un film aussi sur un phénomène médiatique de manipulation, de mensonge, puisque voilà, le discours officiel de la décolonisation volontaire du Congo était évidemment mensonger. Finalement, le film reprend un peu aussi ces armes-là pour les jouer contre le film, quoi. Enfin, contre les personnes qui les ont employées et contre les images qui pour dramatiser aussi, parce qu'il y a ce moment aussi du discours de Lumumba lors de l'indépendance, où il va vexer le roi Albert, je crois. Je suis très mauvais en roi belge. C'est vrai que c'est ton domaine où à chaque fois ça pêche. À chaque fois qu'on me pose une question sur la royauté belge, ça s'effondre, quoi. C'est pas bref, quelque chose Shield. Ouais, je sais pas. On sait pas. Mais voilà. Mais il y a tout un travail sur la dramatisation de Concerning Violence, oui. Très très bon film. Je sais pas si tu l'as vu, Samir, mais je conseille à tous. Formidable. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans le film, qui est un autre de ses pas de côté, qui est le presque micro-passage sur le MoMA et sur René Magritte, presque dans la mesure où c'est beau de voir un film donc d'art taper sur le milieu de l'art et en fait revenir sur l'importance de l'art aussi dans le narratif et dans l'impérialisme, et le fait que le MoMA ait mis précisément à ce moment-là en vedette mondiale un artiste belge pour redonner des armes de défense culturelle à la Belgique face au Congo, et que le film se permette comme ça de reconnaître que presque lui-même aussi pourrait être un objet manipulé politiquement, et de toujours se méfier de ce qui se cache derrière une simple œuvre d'art. Et là, comme le film le présente, et il me semble que c'est d'ailleurs René Magritte lui-même
qui témoigne et qui explique le principe de l'illusion. C'est quoi déjà le titre de la peinture? Ce n'est pas une pipe, ouais, je sais plus. L'illusion de la vérité. Je ne sais plus. L'image. J'ai oublié. Bon bref, vous avez la peinture avec ceci n'est pas une pipe et une pipe dessus. Et René Magritte, décrivant son œuvre, semble vraiment trouver ça ridicule, quoi. Enfin, une œuvre dont que tout le monde connaît, que tout le monde a suranalyser. Lui-même semble être conscient du fait que ce n'est qu'un objet politique pas très intéressant qui a servi d'écran de fumée aux événements du Congo. Et en même temps, ça résonne aussi avec l'idée que le film nous montre l'envers de certaines autres images de l'époque. Quoi. Mais parce que je pense que Grimont-Pré, c'est un plasticien, et à la fois dans son aspect technique, il prend à charge la matière de l'image, il va travailler dessus et la recomposer, créer la matière du son, mais il va aussi développer une approche matérialiste de ces produits culturels. Il va les désanctifier, y compris les jazzmen et jazzwomen. Il va les désanctifier pour essayer de les comprendre de manière matérialiste, comme des objets qui sont pris dans un contexte politique et international beaucoup plus général. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui joue en termes de mise en scène sur... justement, vous aviez parlé des citations données en entier. C'est qu'en fait, chaque archive, objet, etc., est un objet indépendant qui va essayer de faire... de conflictualiser ou bien de faire résonner. Voilà, moi je trouve que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ouais, qui est super. Et du coup, le titre de la peinture de René Magritte, c'est La trahison des images, mais qui donc résonne d'autant mieux avec ce dont on parle et avec le film. Oui. Mais il y a un peu l'idée sous-jacente, mais qui est un peu sous-jacente à beaucoup de documentaires, de films de montage en règle générale, qui est que presque une image prise isolément finalement joue toujours un peu le jeu de celui qui l'orchestre, quoi. Quand les membres de l'ONU s'expriment à la tribune, ils sont en train de faire la publicité de ce qu'ils racontent, ils sont en train de finalement d'utiliser le pouvoir de l'image qu'ils savent qu'ils sont en train de fabriquer, et donc par la confrontation, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le jazz comme finalement confrontation des notes aussi les unes avec les autres. Donc peut-être je fais du jazz un peu simplifié, mais voilà, va révéler vraiment leur sens profond. Et aussi sur la question de la musique, à mon avis, une des opérations intéressantes du film, c'est un peu de redonner sa place originelle à la musique jazz, et en tout cas à une certaine essence du mouvement, puisque donc le film nous explique que il a été utilisé comme couverture par déjà le soft power et ensuite directement la CIA. Et donc là, il y a cette idée un petit peu de dire que en permettant à cette musique de rythmer les images de l'indépendance, le film lui redonne une certaine ferveur politique, en fait. Oui, et puis c'est une revanche aussi sur la façon, peut-être à l'époque, on voit au début du film Nikita Khrouchtchev éteindre une radio et dire qu'il déteste le jazz, puisqu'il y avait, même en URSS à l'époque, ils écoutaient du jazz, même tu le vois dans les films soviétiques. Mais parce que le jazz a été conçu, il y a un article assez atroce d'Adorno dessus, mais a été conçu comme l'un des parangons des industries culturelles, de la domination, etc. Et je trouve que le film va justement à rebours de ça, essayer de montrer que le jazz, c'est aussi une puissance d'émancipation, qu'elle est prise dans des enjeux de puissance, mais qu'elle est aussi une puissance d'émancipation. Il y a un très beau moment là-dessus vers la toute fin du film où on voit des images d'une action contestataire à l'ONU, et donc j'ai retrouvé, je l'ai vu dans la bande-annonce, donc c'est Abby Lincoln qui s'associe avec Max Roach pour faire ces morceaux un peu justement contestataires, et il utilise la voix de cette chanteuse pour habiller finalement des images qui étaient sans voix jusqu'ici, qui étaient des images de protestation, mais je sais pas si c'était sans voix, j'ai pas l'archive complète, mais il y a cette idée de finalement utiliser le jazz comme voix, caisse de résonance de ces luttes politiques. Ça, c'est une très belle trouvaille précisément de montage, qui fait une collure qui est riche de sens. J'ai envie de vous partager une petite blague avant de passer à la suite. Après, moi je te partage un fun fact. Exceptionnel. Est-ce que vous savez pourquoi les États-Unis sont le seul pays où il n'y a jamais eu de coup d'État ? Ils mangent trop de burgers, donc ils ont un gros coup, c'est ça ? Parce qu'ils les organisent tous ? C'est le seul pays où il n'y a pas d'ambassade américaine. Pas mal.
Pas mal. C'est quoi ton fun fact? C'est que j'étais au Festival Lumière et j'ai vu un film qui s'appelle Paris Blues, réalisé par Martin Ritt, puis il y a une rétrospective Martin Ritt. Film dans lequel on peut voir un duel, mais on va dire fraternel et amical, un duel musical entre Louis Armstrong à la trompette, Sidney Poitier au saxophone et Paul Newman au trombone. Excellent. C'est, je pense, ni Poitier ni Newman qui jouent vraiment ce qu'on entend, même si l'illusion est vraiment assez bluffante. Mais en gros, c'est un film où les deux acteurs jouent des bluesmen exilés à Paris, et Louis Armstrong joue un bluesman connu. Et il débarque dans le club et il y a une espèce de longue scène d'improvisation où il provoque un peu à jouer les deux autres. Voilà, très belle scène. J'espère que François Ozon, dans son prochain film, fera un duel entre Oli de Big Flo et Oli et Thomas Pesquet. Ça pourrait. C'est ça, ouais. Ça, c'est Floodcast. Il écrit un Floodcast. Exactement.